L'autre objection dont on va traiter, c'est la prétention que certains évolutionnistes ont que la vie peut se créer sans créateur. La première cellule vivante peut apparaître sans une intervention divine. Donc, en 1953, Stanley Miller et Harold Urey ont décidé de faire une expérience pour essayer de démontrer que des éléments inorganiques pourraient peut-être se combiner par eux-mêmes, puis on pourrait avoir une cellule vivante sans qu'il y ait besoin d'un créateur. Alors, le principe de base est le suivant. On dit, la vie s'est créée il y a 3,8 milliards d'années. On va essayer de reproduire dans un bocal quelle était l'atmosphère à ce moment-là. Alors, on va mettre du méthane, de l'ammoniac, on va mettre des vapeurs d'eau. Et on va produire des décharges électriques et on va essayer de voir s'il n'y a pas des composés organiques qui se créent ou si la vie ne pourrait pas se créer d'elle-même. Alors ça, c'est le fameux bocal de l'expérience de Miller-Urey, dans lequel vous voyez, ils ont mis des éléments ici. Et donc, on s'attend à ce qu'après les étincelles, il y ait des combinaisons des éléments. Et en effet, il y a eu un résultat qui a fait en sorte que les évolutionnistes étaient très contents et il y a eu l'émergence d'acides aminés. Alors, cette expérience-là, qui a été faite en 1953, a été répétée par d'autres et se retrouve dans tous les manuels scolaires comme étant une preuve éclatante que, même si ça ne prouve pas que la vie se fait dans un bocal, ça se prouve que les premières étapes de la vie peuvent se faire dans un bocal. Donc, que ça a pu se faire il y a 3,8 milliards d'années sans besoin d'un créateur. Bien, on va accorder que les acides aminés peuvent se faire dans un bocal par elles-mêmes. Bon, deuxième question qu'on va se poser, quel est le rôle des acides aminés dans la vie, par contre? Alors, je vais commencer par vous expliquer un peu, on va tomber dans quelque chose d'un peu technique. Qu'est-ce qu'une protéine? La protéine dans la cellule, c'est ce qui fabrique tout. Les protéines font les microfilaments, les protéines vont servir de cargo pour prendre des éléments et les transporter. Tout ce que la cellule fabrique, c'est des protéines. Alors, qu'est-ce qu'une protéine? Bien, une protéine, c'est formé par une chaîne d'acides aminés. Vous voyez ici, c'est assimilable à un collier de billes. Donc, chaque bille est un acide aminé. C'est ça que Stanley Miller a eu dans son bocal, c'est un acide aminé. Et là, d'où vient la formation de ce collier? C'est l'ADN. L'ADN va dire dans quel ordre mettre chaque acide aminé pour faire ce fameux collier. Et ce collier de billes va donc ensuite se replier sur lui-même et en 3 dimensions, il va devenir une pièce du puzzle de la cellule. La cellule doit synthétiser des centaines et des centaines de protéines particulières différentes. Et quand une mutation génétique se produit dans une cellule, eh bien, l'acide aminé qui allait à l'emplacement numéro 10, l'ADN a été muté, fait qu'elle ne met pas le bon acide aminé. Et là, ce qui arrive, c'est que la protéine est déformée. Et d'où des maladies, d'où tout ce qu'on sait, les cancers, etc., etc. Alors ça, c'est juste pour repositionner un peu qu'est-ce qu'un acide aminé dans la vie. Fait que j'espère que j'ai réussi à vous montrer qu'on n'est même pas au début de la vie. On n'est même pas en train de démontrer l'apparition d'une cellule. On n'est même pas en train de démontrer l'apparition d'une protéine. Et même si une protéine existait, il faut que ce soit une protéine qui soit utilisée dans la cellule. Il existe 2000 acides aminés dans la nature. Il y en a seulement 20 qui sont pris pour faire toutes les protéines que tous les vivants sur la planète Terre synthétisent. Seulement 20 acides aminés très particuliers. Alors, on va revenir à l'expérience de Miller pendant un instant. Les conditions de l'expérience de Miller sont impertinentes. Miller n'a pas mis d'oxygène dans son bocal. À ce que je sache, il y a de l'oxygène dans l'atmosphère. Pourquoi il a enlevé l'oxygène et qu'il a supposé qu'il y avait une atmosphère réducteur? Il a mis seulement de l'hydrogène. Parce que l'oxygène est un gaz poison qui oxyde les matériaux organiques. S'il avait laissé l'oxygène dans son bocal, à la seconde où l'acide aminé s'est formé, ce serait désintégré. Donc, il n'a pas mis d'oxygène.
La problématique, c'est qu'il n'y a pas de preuve scientifique que la Terre ait eu une atmosphère sans oxygène comme les évolutionnistes le requièrent. Les plus vieilles roches sur Terre contiennent des évidences à l'effet d'avoir été formées dans une atmosphère qui contient de l'oxygène. Donc, c'est une pure spéculation. S'il n'y a pas d'oxygène dans l'atmosphère, il n'y a pas de couche d'ozone. S'il n'y a pas de couche d'ozone, les rayons ultraviolets vont arriver, attaquer les molécules organiques et les briser aussi. Donc, il n'y a aucune façon de penser que la vie peut être apparue sur Terre. Pourquoi? Parce que, en dehors de la cellule, les molécules organiques sont à la merci des effets oxydatifs de l'air et du puissant effet solvant de l'eau. Les évolutionnistes pensent qu'effectivement, il y a eu ce qu'on appelle la soupe prébiotique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Donc, dans une espèce de mare de boîte, ces éléments inorganiques se seraient formés. Mais la problématique qu'on a, c'est que l'eau tend à briser les liens moléculaires qui lient les acides aminés. Donc, qu'est-ce que Stanley Miller a fait? C'est qu'il les a retirés de la solution quand ils se sont formés. S'il les avait laissés là pendant quelques heures ou quelques jours, les acides aminés, ce serait 1, 2. Ah, voilà, c'est de retour. Alors, l'autre problématique qu'on a aussi, c'est le problème de l'homochiralité. Ça, c'est un des plus gros mal de tête que les évolutionnistes ont par rapport à l'origine de la vie. Les acides aminés qu'il y avait dans le bocal, autant que les acides aminés qu'on retrouve dans la nature, ils viennent en deux formats, format droite et format gauche, comme vous voyez sur l'écran. C'est donc la molécule est la jumelle de l'autre, est un parfait miroir de l'autre. Et ces molécules-là peuvent s'agencer ensemble. La problématique, c'est que dans la vie, toutes les protéines qu'on connaît de tous les organismes vivants sur Terre utilisent uniquement les acides aminés de type gauche. Alors, les évolutionnistes n'ont aucune explication pour ça. Ça devrait être mixé parce que dans la nature, quand on fait une expérience pour voir ce qui apparaît spontanément, c'est autant des gauches que des droites. Donc, dans cette espèce de soupe prébiotique-là, qu'il suppose, il y aurait eu autant de gauche que de droite qui se seraient liés ensemble, auraient formé les premières protéines, qui auraient formé les premiers organismes vivants, et il y aurait eu automatiquement, probablement, environ 50-50 de chacun. Il n'y a aucune explication raisonnable fournie par les évolutionnistes jusqu'à aujourd'hui pour expliquer pourquoi seulement on a le type gauche. Bien, la question qu'on va se poser maintenant, c'est qu'est-ce que Stanley Miller essayait de prouver? Il essayait de prouver qu'on peut avoir la vie à partir de la non-vie, à partir des éléments inorganiques. Donc, on va se poser la question, c'est quoi la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui? Bien, tout ce qui vit sur Terre est une cellule ADN. Les virus sont exclus parce que les virus ne sont pas capables de s'auto-répliquer. Et les évolutionnistes sont d'accord pour dire que les virus, ça n'a pas été les premiers organismes vivants. Ils ne peuvent pas se répliquer. Alors, si on descend d'un cran puis on dit, OK, on ne prendra pas les cellules animales puis les cellules végétales, on va aller à ce qu'il y a de plus simple encore que ça. On va aller voir les bactéries. Les bactéries sont 10 000 fois moins volumineuses, 100 fois moins grandes et 10 000 fois moins volumineuses que les cellules de peau. Les cellules de votre peau, les cellules animales. Alors, une bactérie, on va regarder une bactérie, à quoi ça ressemble comme complexité. On va regarder juste le flagelle bactérien. Le flagelle bactérien, c'est le petit organe locomoteur qu'une bactérie utilise pour bouger dans le milieu ambiant où elle se trouve. Elle peut en avoir un, elle peut en avoir plusieurs. Et là, vous voyez un diagramme structural ici qui explique comment, au niveau là, microscopique, comment le flagelle bactérien est composé. Ça a une espèce de crochet, ça a donc une flagelle qui est l'organe qui bouge dans l'eau, mais ça a aussi des rotors intérieurs pour le faire tourner. Ça tourne à peu près à des centaines de milliers de tours par minute et c'est capable de s'arrêter en 1 seconde puis de revirer puis de repartir par l'autre bord. Dans un article qui est paru en 2003 dans Nature Science Update, ça dit le flagelle bactérien, ça fonctionne comme une pile, ça bouge comme une hélice de bateau, ça possède un engrenage réversible, comme je vous disais, ça peut tourner dans les deux sens et c'est sous le contrôle de l'information de l'environnement. Ceux-ci sont des fonctions biologiques dans leur forme la plus simplifiée. Il n'y a rien de plus simple que ça dans la nature là, de ces bactéries-là. Et déjà, il y a 60 différents types de composants dans ce petit moteur moléculaire. Donc, la bactérie il y a 60 gènes dans la bactérie. Chacun de ces gènes-là, il y a plus de gènes que ça, mais je veux dire, juste pour le flagelle, il y a une 60aine de gènes. Chaque gène dit, toi, fais la protéine de la flagelline qui va servir à faire la petite queue qui traîne en dehors, là, qui sert à tourner. Toi, tu vas faire la protéine qui est le rotor. Toi, tu vas faire la protéine qui est le crochet. Et là, qu'est-ce que ça sert d'avoir 60 morceaux? Ça ne sert à rien. Il faut les assembler. Il faut les amener sur le bord de la membrane. Alors là, il y a des protéines cargo qui servent de cargo. Là, la cellule elle synthétise des protéines qui amènent tous ces
objets-là, toutes ces parties-là différentes sur le bord de la membrane pour qu'ils se construisent. Donc, ça vous donne un aperçu de comment la vie est compliquée. Les acides aminés n'ont rien à voir avec ça. Rien à voir. On est à des années-lumière de la complexité de ce qu'il y a de plus simple. Une des questions que les scientifiques se sont posées, c'est quel est l'organisme le moins complexe à la surface de la planète? Ils ont trouvé Mycoplasma genitalium, qui est un type de bactérie, 468 gènes d'une longueur moyenne de 1000 gènes, de 1000 bases, pardon. Puis juste pour vous illustrer, on n'a pas le temps de rentrer dans la complexité de cet organisme-là, mais un des 43 métabolistes de Mycoplasma genitalium, toutes les protéines qui doivent interagir ensemble dans le cycle du glucose. Un des 43 métabolismes de l'organisme le plus simple qui existe à la surface de la planète. Une autre question que les scientifiques se sont posées, c'est si je prends cette bactérie-là, puis j'essaye de la réduire, son information génétique au minimum, je vais juste garder les protéines les plus essentielles pour qu'elles puissent se dupliquer, se nourrir, puis bouger. Puis je vais essayer d'en supprimer. Ils ont trouvé une limite infranchissable de 250 gènes. Ça, c'est ce qu'on a appelé le concept du génome minimal. Vous tapez ça sur Google, vous allez avoir une panoplie d'études qui ont été faites, des recherches qui ont été faites. Cela a été publié en 2000, puis en 2002 aussi, il y a eu d'autres publications. Donc, à quoi ça correspond? C'est comme si je vous disais que la forme de vie la plus simple sur Terre, son livre d'instructions pour la construire, pour construire les 250 parties, les 250 protéines, c'est comme un livre de 250 pages. Hein? On a vu, il y a 250 gènes. Chaque gène, c'est comme une page. Et on a vu que le gène moyen était d'une longueur de 1000 caractères. Il y a 1000 caractères juste pour faire une protéine. Il y a 1000 caractères écrits dans la grammaire génétique avec des débuts puis des fins d'instruction. Puis il faut que chacune des pages de ce livre-là soit cohérente avec les autres. La bactérie, elle ne synthétise pas des protéines au hasard comme ça. Il faut qu'elle synthétise une protéine qui sert à faire la flagelline. Mais si elle fait la flagelline pour le flagelle, ça y prend aussi la protéine qui fait pour le rotor. Donc, toutes les protéines qu'elle synthétise sont liées les unes aux autres. Vous avez un livre de 250 pages comme une histoire qui se suit. Alors ça, c'est la quantité d'informations minimale pour avoir la vie. Très, très loin de ce qu'on a trouvé dans le bocal. Très, très loin de ce qu'on a trouvé dans le bocal. Donc, ce qu'un Miller-Urey a trouvé, c'est essentiellement des acides aminés qui pouvaient se combiner tout seuls. Il a fallu qu'ils enlèvent de sa solution parce qu'il était apparu à l'air libre. Il aurait été oxydé ou il aurait été dissous par l'eau. Hein, pour essayer de prouver qu'on pourrait avoir un organisme aussi complexe que celui qu'on vient de voir. Mais moi, je pense que c'est la même chose que de dire que si vous trouvez un processus par lequel un boulon puis un bout de tuyau peuvent se faire tout seul, sans intervention intelligente, puis là, vous dites par après, bien, j'ai prouvé qu'on peut faire une usine complexe avec tout son système électrique et son système de transport. Ça ne ferait pas de sens de passer d'un à l'autre. De dire que parce qu'un boulon peut se faire tout seul, une usine au complet avec un système électrique, un système de tuyauterie et des systèmes de transport interne pourrait exister. Donc, c'est à peu près là qu'on est en termes de comparaison.